Sous un ciel sans nuages, la lumière s'étend comme une mer dorée sur un océan de sable infini. Ici, le vent façonne depuis des millénaires les dunes du Kalahari, en leur murmurant les secrets du temps. La chaleur pèse comme une présence invisible. Chaque grain de sable garde la mémoire des pas des lions, des oryx et des chacals qui errent en quête d'eau et d'ombre. Le désert paraît vide, mais sous cette apparente immobilité, la vie s'organise, s'adapte, résiste. Chaque battement d'aile, chaque trace sur la poussière raconte un miracle discret de survie. Quand le soleil décline, le Kalahari s'embrase de couleurs irréelles, or, cuivre et écarlate. C'est alors que les véritables maîtres du désert s'éveillent. Bienvenue dans le Kalahari sauvage, une aventure de survie au cœur du royaume des prédateurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Allez, c'est parti. Le Kalahari, dont le nom même en langue tswana évoque la terre aride sans eau, est un écosystème de contrastes extrêmes. Les températures diurnes y dépassent régulièrement les 45 degrés Celsius, transformant le sable en une fournaise incandescente. Mais dès que la nuit tombe, un froid mordant s'abat, pouvant faire chuter le mercure en dessous de 0 degrés Celsius. Ici, point de rivière tumultueuse ou de pluie fréquente pour adoucir le paysage. Seul le vent incessant et le sable à perte de vue dominent, forçant chaque créature à lutter avec acharnement à chaque seconde pour sa survie. Le springbok, d'une agilité exceptionnelle, doit être aussi insaisissable que le vent pour esquiver les griffes acérées cintrées des prédateurs. L'oryx gazelle, avec ses cornes acérées et impressionnantes, inspire le respect même aux chasseurs les plus féroces et expérimentés. Pourtant, son plus grand défi n'est pas seulement d'échapper à ses ennemis, mais de résister à l'environnement lui-même. Incapable de transpirer efficacement, il a développé des mécanismes physiologiques sophistiqués pour réguler sa température interne et éviter la déshydratation fatale.
Pendant ce temps, dans la faible ombre éphémère des arbres clairsemés, le lion du Kalahari rôde, sa crinière sombre se fondant dans le paysage. Et le guépard, avec son corps taillé pour l'aérodynamisme, ne dispose que de quelques secondes précieuses pour libérer toute sa vitesse fulgurante lors de la poursuite finale, ses efforts étant souvent limités par l'endurance. Dans cette terre aride et exigeante, la stratégie et l'ingéniosité sont les clés absolues de la vie. Proies et prédateurs ont, chacun à leur manière, appris à s'adapter à la rareté des ressources. Les tactiques de chasse et de défense se métamorphosent avec les saisons, mais seuls les plus patients, les plus résistants et les plus puissants reçoivent la récompense ultime de la nature, la survie. La vaste mer de sable du désert du Kalahari s'étend sur plus de 930 000 km². Mais ne vous laissez pas tromper par le terme « désert ». En réalité, il s'agit d'un semi-désert où la vie, dans toute sa résilience, continue de prospérer avec une force surprenante. Plus de 500 espèces de plantes, 120 espèces de mammifères, 300 espèces d'oiseaux et des milliers d'insectes ont développé d'incroyables adaptations pour survivre dans cet environnement aride et extrême. De novembre à avril, l'eau de la rivière Okavango, prenant sa source dans les hautes terres d'Angola, descend en direction du Botswana, inondant une vaste région. Chaque année, ces eaux recouvrent entre 6 000 et 15 000 km², formant un delta étendu qui, loin de se jeter dans la mer, s'évapore entièrement. À ce moment précis, le delta de l'Okavango devient l'une des plus grandes et des plus importantes zones humides intérieures de la planète. C'est un sanctuaire naturel qui attire une diversité faunique absolument étonnante. Parmi les espèces emblématiques de cet écosystème, les Big Five se distinguent comme les symboles les plus majestueux du delta de l'Okavango: le lion, le léopard, le buffle d'Afrique, l'éléphant de savane et le rhinocéros. Chacun incarne la grandeur que l'évolution a façonnée en eux, témoignant de l'incroyable pouvoir d'adaptation. Ils profitent de ce temps des ressources abondantes du delta pour subsister et affronter la rudesse du désert du Kalahari, prouvant la résilience de la vie face aux conditions les plus exigeantes. Pendant la saison des pluies, le delta de l'Okavango se métamorphose en un spectacle vibrant et exubérant, où l'arrivée des eaux transforme radicalement le paysage aride du désert du Kalahari. C'est alors que le majestueux éléphant de savane africain, le plus grand mammifère terrestre du monde, fait son apparition, traversant avec une grandeur sereine les terres désormais inondées. Les eaux de la rivière Okavango, généreuses, submergent les prairies, les convertissant en un paradis verdoyant regorgeant de nourriture et d'eau en abondance. Avec un besoin alimentaire colossal, ces pachydermes consomment environ 300 kg d'herbes, de feuilles et de plantes aquatiques par jour pour maintenir leur immense énergie. Des végétaux tels que le papyrus, les joncs et les acacias prospèrent sous l'effet des inondations, devenant une source de nourriture vitale pour ces colosses. Grâce à leurs puissantes trompes, ils arrachent des branches et dégagent le chemin, permettant ainsi aux plantes plus petites de croître.
À première vue, leur impact sur la végétation peut sembler destructeur, mais en réalité, ce comportement est crucial pour le maintien de l'équilibre délicat de l'écosystème. Bien que la saison des pluies apporte l'abondance, les éléphants sont contraints de parcourir de grandes distances, parfois jusqu'à 70 km par jour, à la recherche d'eau et de nourriture. Ces voyages incessants leur permettent non seulement de survivre, mais aussi de créer des sentiers naturels qui mènent aux zones humides où la nourriture est plus concentrée. Leur trompe n'est pas seulement un outil pour se nourrir, mais une arme vitale pour leur adaptation. Même lorsque les eaux de crue rendent difficile l'accès aux points d'eau naturels, les éléphants peuvent les creuser avec leur trompe, extrayant l'eau des profondeurs et assurant leur subsistance dans un monde en constante et dynamique évolution. La saison des pluies dans le delta de l'Okavango métamorphose le paysage aride du Kalahari en un vaste réseau d'eau débordante. Les hautes terres se transforment en îles temporaires où prédateurs et proies sont confrontés à de nouveaux défis, exigeant une adaptation constante. Le léopard, prédateur solitaire et furtif, est contraint de s'adapter à cette nouvelle donne. L'augmentation des eaux stimule une végétation dense, créant un voile naturel idéal pour dissimuler chaque mouvement du chasseur. Dans ce monde de jungle inondé, le léopard devient un maître incontesté de la furtivité, utilisant l'épaisseur du feuillage pour masquer chacun de ses pas. Contrairement au lion, il n'a pas besoin de vastes espaces ouverts pour chasser. Il sait comment exploiter la végétation dense, les rives des rivières et les bords des plans d'eau. La migration des troupeaux d'impalas et de bubales vers des terres de plus hautes pour échapper à l'inondation représente une grande opportunité de chasse. Le léopard attend en silence, ses yeux verts brillant dans l'obscurité de la forêt, observant patiemment et minutieusement sa proie. Non seulement la patience, mais aussi son habileté exceptionnelle à grimper font du léopard un maître de la survie. Les hautes branches des arbres deviennent son refuge sûr, l'endroit parfait pour emporter sa proie et la garder hors de portée des charognards opportunistes comme les hyènes. Pendant la saison des pluies, la compétition pour les ressources est plus féroce que jamais. Lions et hyènes convergent vers l'Okavango, attirés par l'eau abondante et la forte concentration d'herbivores, transformant cette terre en un festin sans fin. Mais pour le léopard, aucun repas n'était facile. Malgré son talent pour traquer et chasser en solitaire, il court toujours le risque de perdre sa proie. Les hyènes peuvent détecter l'odeur d'une carcasse de très loin et les lions peuvent l'embusquer à tout moment. Le léopard doit faire preuve d'une grande astuce en choisissant sa zone de chasse et en emportant rapidement sa proie en hauteur avant l'arrivée des voleurs. Les inondations l'obligent également à changer de stratégie. Lorsque l'eau bloque son chemin, il se déplace vers des terres plus élevées, où les forêts denses deviennent sa seule forteresse contre ses plus grands ennemis. L'eau n'arrête pas le léopard. Elle transforme ce monde en sa propre scène de chasse, où chaque branche et chaque arbuste devient un outil précieux dans le jeu impitoyable de la vie et de la mort. À ce même moment, le guépard, le prédateur terrestre le plus rapide, est confronté à la fois à de nouveaux défis et à des opportunités inattendues. À mesure que les eaux de la rivière Okavango montent, les hautes terres se transforment en refuge pour les troupeaux d'impalas et de lèches, ses proies favorites.
Cependant, avec le sol inondé et l'herbe haute, sa stratégie de chasse doit impérativement s'adapter. Le guépard est l'animal terrestre le plus rapide, capable d'atteindre 112 km/h en pointe. Cependant, au milieu des eaux de crue et de la végétation dense, sa vitesse devient inutile s'il ne parvient pas à s'approcher suffisamment de sa proie. Les vastes prairies lui offrent un avantage initial, mais le sol humide et les terrains inondés peuvent transformer la chasse en une course défavorable et exténuante. C'est pourquoi il doit traquer avec une prudence accrue, profitant des arbustes denses et de la végétation basse pour se dissimuler, se déplaçant furtivement comme une ombre dans l'herbe vert émeraude. Lorsque les troupeaux d'impala se rassemblent pour boire, le guépard doit attendre avec une patience calculée. Au moment parfait, il accélère en un clin d'œil, se propulsant comme une balle sortie d'un canon. Cependant, toutes les chasses ne se terminent pas par un succès. Pendant la saison des pluies, l'herbe haute et les eaux peu profondes peuvent débrouiller sa vision ou lui faire perdre l'équilibre, l'obligeant à ajuster sa stratégie instantanément pour s'adapter. La pression ne vient pas seulement de l'environnement. D'autres prédateurs, comme les lions et les hyènes, rôdent constamment, attendant le moment de voler sa proie durement gagnée. Les hyènes peuvent détecter l'odeur d'une carcasse de très loin, s'approchant rapidement pour arracher la nourriture au guépard. Cela l'oblige à chasser plus fréquemment et à parcourir de longues distances pour assurer sa subsistance. Dans les vastes prairies vertes, le guépard mène une lutte constante pour sa survie. Chaque poursuite est un pari risqué, un jeu contre la nature où la vitesse seule ne garantit pas la victoire. Dante, la saison des pluies dans le delta de l'Okavango représente un défi significatif pour le lycaon, également connu sous le nom évocateur de chien-pain africain. Tandis que les averses revitalisent la végétation, attirant de grandes quantités de proies en quête de nourriture, la montée des eaux transforme radicalement le champ de bataille. Les zones inondées entravent la vitesse et l'agilité du lycaon, ses atouts pour les plus précieux. Pour s'adapter à ces nouvelles conditions, les meutes doivent cibler des terrains plus élevés, où l'impact des inondations est moindre. Les troupeaux d'impala et de lejve se rassemblent généralement aux abords des plans d'eau pour s'abreuver, et c'est là que le lycaon, avec une patience stratégique, guette, attendant le moment parfait pour lancer son attaque. Le lycaon est réputé pour son incroyable efficacité dans la chasse en meute. Il affiche le taux de réussite le plus élevé parmi les prédateurs terrestres, atteignant entre 70 et 80%, un chiffre absolument étonnant dans le règne animal sauvage. Sa stratégie de chasse repose entièrement sur une coordination impeccable. Tandis qu'un groupe poursuit la proie, d'autres membres bloquent habilement ses voies de fuite, créant un encerclement parfait et inéluctable. L'un des plus grands avantages du lycaon est sa capacité à courir de longues distances à une vitesse soutenue. Il peut maintenir un rythme rapide tout au long de la poursuite, épuisant lentement sa proie jusqu'à l'épuisement. Cela lui confère un avantage supérieur dans la chasse, même sur des terrains difficiles et changeants. La saison des pluies, dans le delta de l'Okavango, est une épreuve implacable, où le lycaon doit déployer toutes ses compétences de chasse, aiguisées par l'évolution, pour survivre parmi de puissants prédateurs rivaux et un environnement en constante et dynamique évolution.
Lorsque les eaux inondent l'Okavango, la végétation aquatique, telle le papyrus, prospère avec une vigueur exubérante, formant un tapis vert qui s'étend à perte de vue. L'augmentation du niveau de l'eau après les pluies marque le début de l'essor d'espèces comme le tilapia et le poisson-tigre. C'est alors que le crocodile du Nil entame sa lutte difficile pour la survie, une bataille silencieuse mais féroce au milieu des eaux tumultueuses. Ces reptiles profitent de l'explosion de vie aquatique, se cachant parmi de denses joncs de papyrus pouvant atteindre 3 mètres de haut, attendant patiemment leur proie. Avec leurs yeux à peine visibles à la surface et leur corps immobile, ils se fondent presque complètement dans le paysage. Il leur suffit d'une attaque fulgurante, rapide, puissante et précise pour mettre fin à la vie de leur proie en un instant. La saison des pluies marque également le début de la période de reproduction du crocodile du Nil. Les femelles construisent de leurs nids sur des bancs de sable élevés près de l'eau. Elles y déposent entre 25 et 80 œufs, les protégeant férocement des prédateurs. Lorsque les œufs éclosent, la mère guide ses petits vers l'eau où commence la véritable lutte pour la survie. Cependant, les jeunes crocodiles affrontent la dureté de l'existence dès le premier instant. Moins de 10% parviennent à atteindre l'âge adulte en raison des prédateurs et de la concurrence féroce. Dans ces eaux précieuses, au milieu du désert, seuls les plus forts sont favorisés par l'environnement pour survivre et prospérer. Bien qu'il soit un herbivore, l'hippopotame demeure le roi des eaux inondées. Avec la crue, les papyrus et les joncs recouvrent la surface, offrant un abri aux petits animaux et aux insectes. En même temps, ces mêmes herbes aquatiques deviennent la principale source de nourriture pour les colossaux hippopotames. Chaque nuit, les hippopotames émergent silencieusement dans les prairies humides à la recherche de nourriture. Chaque individu peut consommer jusqu'à 36 kg d'herbe par nuit, une ration énorme pour maintenir son corps qui peut atteindre un poids de 1 kg 480 kg, ce qui en fait le 3e plus grand mammifère terrestre de la planète. La saison des pluies d'Okran est également le moment idéal pour la reproduction des hippopotames. L'augmentation du niveau de l'eau protège les petits, les maintenant hors de vue des prédateurs. Mais même dans l'eau, le danger guette. Les crocodiles du Nil, cachés dans les marais, attendent patiemment l'occasion d'attaquer. Les mères hippopotames doivent toujours être alertes, gardant leurs petits près des eaux profondes, où ils peuvent donc plus facilement échapper à leurs poursuivants. La vie dans les eaux inondées du delta de l'Okavango n'est pas seulement une lutte contre la nature, mais aussi une bataille féroce pour le territoire. Les eaux profondes deviennent des champs de bataille où les hippopotames adultes se battent pour chaque centimètre de domination. Leurs rugissements résonnent dans tout le marais, proclamant leur force et leur suprématie. Les vainqueurs s'approprient les meilleures zones où l'herbe est abondante et l'eau ne manque jamais. Les batailles pour la nourriture, l'eau et le territoire s'intensifient à mesure que l'eau commence à se retirer. À la fin de la saison des pluies, la tension ne disparaît jamais dans ce monde d'eau fluctuante où la vie et la mort s'entrelacent. L'hippopotame poursuit sa lutte incessante pour la survie. Pour survivre, les coqs de lèche-cheveux choisissent de se regrouper en troupeaux denses où la force collective réside dans la multitude. Chaque enjambée est un pas entre la vie et la mort, une course où la moindre défaillance signifie l'absence de seconde chance.
Lorsque les pluies arrivent dans le delta de l'Okavango, un monde foisonnant de vie émerge avec une vigueur inouïe. L'eau monte, l'herbe pousse luxuriante et le paysage aride se transforme en un paradis temporaire pour les antilopes en quête de nourriture. C'est un moment crucial pour la survie, où les gazelles et d'autres espèces doivent lutter sans relâche contre les éléments naturels et leurs prédateurs pour rester en vie. Au milieu de ce torrent de vie, le coq de l'Échoué se distingue par une vitesse allant jusqu'à 88 km/h, ce qui en fait l'une des antilopes les plus rapides d'Afrique. La saison des pluies, bien qu'apportant des prairies luxuriantes et un banquet abondant, transforme radicalement son habitat. Les vastes étendues où il migre deviennent des terrains ouverts et exposés, les rendant particulièrement vulnérables aux lions. Dans les prairies les plus hautes, le majestueux hippotrague noir, avec ses imposantes cornes courbées, cherche refuge. Les plaines luxuriantes proches des rivières inondées deviennent des terres promises où la vie fleurit avec une intensité renouvelée. L'hippotrague noir ne fait pas seulement face à ses prédateurs, mais aussi à la dureté de son environnement. Il se déplace en petits groupes de 15 à 25 individus, trouvant la sécurité et la vigilance accrues au sein du troupeau. À l'ombre des hauts buissons, il se cache, profitant de chaque recoin de terre et de chaque brin d'herbe pour subsister. Plus au nord, l'hippotrague rouan, l'une des plus grandes espèces, avec un poids pouvant atteindre 300 kg, préfère les hautes terres où les eaux montantes ne peuvent l'atteindre. En 2023, sa population dans le delta de l'Okavango a été réduite à seulement 500 à 700 individus, un signe alarmant. Face aux inondations et à la pénurie de nourriture, ils sont contraints de se déplacer vers des prairies plus ouvertes. À ce moment critique, la vitesse et l'agilité deviennent des atouts, de l'atout suprême. Le lèche-cheveux rouge, l'antilope caractéristique des zones inondées, saute avec agilité sur les flaques de boue grâce à ses sabots spécialement adaptés. Il se déplace dans les eaux comme si nager était un instinct profondément enraciné depuis des millions d'années. En 2023, sa population dans l'Okavango a atteint 60 000 individus, ce qui en fait l'une des antilopes les plus nombreuses dans la région. Les lèche-chouès vivent en grands troupeaux pouvant atteindre 100 individus, ce qui non seulement les aide à trouver de la nourriture, mais forme également une barrière invisible de protection contre les prédateurs. De la même manière, le coq de l'eau trouve son foyer dans les eaux peu profondes et les marais. La saison des pluies apporte de l'eau et de l'herbe abondante, mais déclenche également de féroces batailles alors qu'ils doivent rester alertes face aux prédateurs comme les lions et les crocodiles. Son pelage gris caractéristique et les glandes huileuses de sa peau peuvent aider à dissuader certains ennemis, mais ce n'est pas suffisant. Ils doivent toujours être vigilants chaque fois qu'ils s'approchent des points d'eau où le danger guette. Dans les forêts marécageuses, le Sitatunga se déplace en silence entre la végétation dense et les hautes herbes. C'est une antilope spécialisée dans la vie aquatique, parfaitement adaptée aux zones humides. Son habileté à nager et ses sabots larges lui permettent de se déplacer facilement dans les eaux profondes. Le Sitatunga vit caché, se tenant loin du danger, évitant les prédateurs qui rôdent dans l'ombre. Le babouin chacma lutte également pour survivre dans ces conditions changeantes. Sous des pluies intenses, il se déplace d'un territoire à l'autre, grimpant à la cime des arbres et cherchant de la nourriture pour se nourrir et nourrir son groupe. La saison des pluies apporte une abondance inégalée. L'herbe pousse vibrante, les arbres se couvrent de fruits et les plantes aquatiques recouvrent le sol humide comme un tapis vert.
Avec un régime alimentaire varié, le babouin chacma ne manque pas cette occasion. Il trouve de tout, des racines, des baies et de l'herbe aux petites proies comme des insectes, des serpents et même des lapins. La saison des pluies n'apporte pas seulement une nourriture abondante, mais marque également le moment idéal pour la reproduction. Les troupes de babouins augmentent en nombre, formant des groupes de 30 à 100 individus, ce qui leur permet de se protéger mutuellement tout en cherchant de la nourriture et en évitant les prédateurs. Cependant, tout n'est pas un paysage vert et vibrant. À mesure que l'eau monte, les zones basses sont inondées, obligeant le babouin chacma à chercher des terres plus élevées. Les prairies surélevées et les forêts ouvertes deviennent son refuge. De ces points hauts, il peut facilement surveiller son environnement et rester hors de portée des prédateurs. Bien que le babouin chacma passe la majeure partie de sa vie au sol, la saison des pluies l'oblige à changer ses habitudes. Les cimes des arbres deviennent son refuge nocturne, le protégeant des prédateurs les plus dangereux. Entre les branches denses, il trouve sa forteresse naturelle, un sanctuaire dans l'obscurité. Sous ses pieds, l'eau continue de monter, mais la vie continue, inébranlable. La saison des pluies dans le delta de l'Okavango élève le niveau de l'eau, obligeant la pintade de Numidie à se déplacer constamment, s'éloignant des prairies inondées. Trouver des terrains élevés et secs devient une priorité vitale pour survivre à cette période difficile. Ces oiseaux vivent en grande volée, pouvant atteindre 200 individus, s'unissant pour affronter la dureté de l'environnement. Ils cherchent des terres plus hautes pour nicher, où leurs œufs et leurs petits seront plus en sécurité face aux inondations. Leurs petits nids, habilement cachés entre les arbustes et l'herbe basse, offrent une protection naturelle contre les intempéries de la saison, assurant la continuité de leur espèce. Lorsque l'un d'eux détecte un danger, son cri d'alarme résonne, alertant toute la volée et leur permettant de réagir rapidement à la présence de prédateurs. La grande migration vers le Magadig-Gadi-Pan. Avec l'arrivée de la saison des pluies, une transformation spectaculaire se produit au Magadig-Gadi-Pan, cette terre qui semblait aride et stérile toute l'année. Elle renaît sous l'effet des pluies abondantes, un phénomène naturel qui insuffle la vie au paysage. Les vastes salines blanches, autrefois baignées de soleil, sont maintenant recouvertes de lagunes cristallines, reflétant le ciel infini comme un miroir céleste. Les eaux coulent à travers les vallées sèches, s'accumulant sur la terre, et nourrissent ainsi toutes les créatures, leur accordant l'opportunité de s'épanouir même dans les endroits les plus inhospitaliers. Les salines arides, désolées toute l'année, sont soudainement submergées par l'eau de pluie, se transformant en vastes lagunes peu profondes. Bien qu'éphémères, ces lagunes apportent une explosion de vie, attirant des milliers d'herbivores migrateurs venus de différentes régions. Les troupeaux de zèbres entreprennent alors leur long voyage vers le nord-est, laissant derrière eux les terres sèches du Kalahari. Avec l'arrivée des premières pluies, l'instinct ancestral guide les zèbres dans leur périple vers le Magadig-Gadi, où les prairies fraîches et l'eau les attendent. Lors d'une migration s'étendant sur plus de 480 km, des milliers d'individus avancent ensemble, affrontant les défis implacables de la nature. Les vastes plaines vertes du Magadig-Gadi deviennent une source de vie abondante, suffisamment riche pour soutenir un troupeau gigantesque de 20 000 à 30 000 zèbres.
De plus, il possède une excellente capacité de nage, un grand avantage dans les zones humides autour de la forêt de l'Ereille. Largement distribué en Afrique subsaharienne, le cobe de l'eau se concentre dans les zones de savane et de forêts clairsemées proches de l'eau. Dans le cratère de Ngorongoro, ils vivent principalement près de la forêt de l'Eraille, où la présence de rivières et la végétation abondante créent des conditions idéales de survie. La population de cobes de l'eau dans la région est stable, avec environ 300 à 400 individus, un chiffre qui reflète l'efficacité des mesures de protection locales. Le cobe de l'eau est l'une des espèces d'antilopes les plus grandes et les plus robustes. Les mâles adultes ont une hauteur au garrot comprise entre 119 et 137 cm et pèsent entre 200 et 300 kg. Les femelles sont plus petites, avec un poids moyen variant de 159 à 218 kg. Le pelage gris brunâtre, le ventre plus clair et l'anneau blanc distinctif autour de la croupe l'aident à se camoufler dans l'environnement. Les mâles possèdent de longues cornes fortes, courbées en forme de croissant, qui fonctionnent comme des armes efficaces de défense contre les prédateurs. Le cobe de l'eau se nourrit principalement d'herbes, mais lorsque celle-ci est rare, il consomme des feuilles d'arbustes et des plantes herbacées. Son système digestif flexible lui permet de profiter d'aliments de faible valeur nutritionnelle que de nombreuses autres espèces ne peuvent digérer. La recherche de nourriture a lieu généralement tôt le matin ou en fin d'après-midi, lorsque la chaleur est moins intense. Pendant ces périodes, il se déplace silencieusement entre les champs ouverts et les zones boisées, toujours avec les grandes oreilles dressées pour capter tout son étrange autour. En cas de danger, les cobes de l'eau adoptent une stratégie de survie unique. Leur excellente capacité de nage leur permet de fuir vers des zones inondées proches, échappant ainsi aux prédateurs moins adaptés à l'eau, comme les lions ou les lycaons. Lorsqu'il n'est pas possible de fuir, les mâles utilisent leurs cornes puissantes pour se défendre et protéger le groupe et les petits. L'union du groupe est également cruciale. Les individus plus grands se positionnent fréquemment à l'avant, formant une barrière protectrice pour les membres plus vulnérables. Autour du cratère de Ngorongoro, le paysage ne se limite pas à la caldeira, mais change à chaque pas. Ici, la caldeira n'est plus le seul centre d'attention, mais les chaînes de montagnes, les plaines et les canyons environnants révèlent un nouveau monde. Les montagnes Gol, hautes et imposantes comme des gardiens, restent fermes sous le ciel bleu et le vent fort. Le long des pentes des montagnes, les rivières Munj et Oljoro-Nyuki serpentent, transportant l'eau des hauts plateaux vers la caldeira en contrebas. Leurs eaux ne nourrissent donc pas seulement les forêts ouvertes, mais forment également des marais où la vie se rassemble et continue sans cesse. Les forêts ouvertes autour du bord du cratère sont une pièce inattendue de l'écosystème. Elles ne sont pas denses comme les forêts tropicales, mais plus douces, avec des canopées basques qui créent la lacre des ombres sur le sol couvert d'herbes. Des forêts ouvertes, les rivières continuent de descendre, créant des lignes naturelles comme des veines de vie qui traversent le paysage. C'est le refuge parfait pour les prédateurs. Les créatures adaptées à cet environnement cherchent un abri et chassent à l'ombre de la cime des arbres. Au-delà du bord du cratère de Ngorongoro, les savanes du Serengeti s'étendent comme un tapis doré brillant, créant un espace ouvert sans fin. C'est le foyer idéal du guépard, le félin connu pour sa vitesse impressionnante.
Dans ces plaines, chaque course du guépard ajoute de la couleur au paysage vibrant de la nature, tout en racontant l'histoire de l'évolution et de l'admirable capacité de survie. L'origine du guépard remonte à des millions d'années, lorsque ses ancêtres se sont développés dans les vastes savanes ouvertes qui s'étendaient de l'Afrique à l'Asie et même à l'Amérique du Nord. Au fil du temps, des caractéristiques biologiques spéciales, comme le corps élancé, les puissantes pattes arrière et la structure flexible de la colonne vertébrale, l'ont aidé à devenir l'animal terrestre le plus rapide de la planète. Cependant, les changements climatiques et l'intervention humaine ont considérablement réduit son aire de répartition, concentrant l'espèce principalement en Afrique subsaharienne. Dans la zone de conservation de Ngorongoro, les guépards apparaissent principalement dans les zones de savane, autour du cratère et près du lac Ndutu. C'est dans ces zones, avec une végétation basse et un espace ample, qu'ils parviennent à effectuer des chasses à grande vitesse. La population de l'espèce dans cette région est estimée entre 50 et 70 individus, un nombre petit mais essentiel au sein de l'écosystème complexe de la région. Le guépard est l'un des rares prédateurs diurnes, étant plus actif tôt le matin et en fin d'après-midi. Ces horaires, avec des températures plus douces, lui permettent d'économiser de l'énergie et d'éviter les confrontations avec des prédateurs plus grands, comme les lions et les hyènes tachetées. Dans les savanes ouvertes autour du cratère de Ngorongoro, les proies petites et moyennes, comme la gazelle de Thomson, la gazelle de Grant et les grands oiseaux, sont ses principales cibles. Bien qu'agiles, ces proies échappent rarement à la précision et à la vitesse du guépard. La stratégie de chasse du guépard est une combinaison parfaite de patience et d'action explosive. Il commence généralement par s'approcher de la proie silencieusement, profitant du relief et de la végétation basse pour se cacher. Lorsque la distance était réduite à entre 18 et 30 mètres, le guépard bondit, pouvant atteindre 112 km/h en quelques secondes seulement. Une attaque puissante et une morsure fatale au cou mettent généralement fin à la poursuite. Cependant, le guépard ne réussit pas toujours. Avec un taux de réussite d'environ 50%, il fait face à de nombreux échecs en raison de la résistance de la proie ou de l'interférence d'autres prédateurs. Bien qu'étant un prédateur au sommet, le guépard est toujours confronté à de nombreux défis dans la nature sauvage. La perte d'habitat, la concurrence avec de plus grands prédateurs et les conflits avec les humains ont considérablement réduit la population de l'espèce. Actuellement, le guépard est classé comme vulnérable par l'UICN, avec une population mondiale estimée entre 6 000 et 7 000 individus. Dans la zone de conservation de Ngorongoro, des mesures de conservation telles que la surveillance rigoureuse et la protection de l'habitat ont aidé à maintenir la population de guépards stable, en particulier dans les zones de savane autour du cratère. Lorsque la nuit tombe sur les bords du cratère de Ngorongoro, le son des rires retentissants de la hyène tachetée brise le silence de l'atmosphère. Ce rire caractéristique n'est pas seulement le son d'un prédateur d'élite, mais aussi un signe d'organisation et de force, un symbole de la perfection dans le dessin de la nature. Dans les champs interminables, les hyènes tachetées se déplacent comme des guerrières vétéranes, possédant toutes les compétences nécessaires pour survivre dans un écosystème rempli de défis. La hyène tachetée a une constitution robuste avec une longueur corporelle variant de 1,2 à 1,7 m et un poids compris entre 40 et 86 kg.
conçu pour supporter la pression et les poursuites incessantes. Son pelage jaunâtre avec des taches noires distribuées aléatoirement agit comme un camouflage efficace. L'une des caractéristiques les plus notables est la force de sa morsure, qui peut atteindre 69 bars, 1000 livres par pouce carré. Grâce à cela, elle est capable d'écraser de gros os et d'accéder à la moelle riche en nutriments, une source que la plupart des autres prédateurs ne peuvent exploiter. Cependant, sa constitution physique n'est pas le seul facteur qui définit sa force. Ses grandes oreilles arrondies n'augmentent pas seulement l'audition, mais aident également à dissiper la chaleur par temps chaud. Son odorat extrêmement aiguisé lui permet de détecter les charognes ou les proies à plusieurs kilomètres de distance. Ces caractéristiques donc garantissent non seulement sa survie, mais en font également un prédateur résilient, capable de s'adapter à n'importe quel défi. La stratégie de chasse de la hyène tachetée combine force, endurance et coopération précise. En détectant la proie, le groupe travaille ensemble pour l'encercler, ciblant fréquemment de grands herbivores comme les gnous, les zèbres ou les gazelles de Thomson. Les membres du clan isolent la proie, imposant une pression constante avec leur endurance et leur vitesse. Une fois la proie épuisée, elles s'approchent, l'immobilisent et l'achèvent avec leurs puissantes mâchoires. Dans la terre aride et craquelée du Magadik-Gadipan, la vie semble suspendue sous le règne implacable de la saison sèche. Cependant, sous sa surface parsemée de fissures, une créature continue de résister avec une ténacité surprenante, le varan des rochers, Varanus albigularis. Grâce à sa capacité d'adaptation extraordinaire, ce reptile survit à la rareté extrême du désert avec une résilience étonnante, incarnant l'esprit de persévérance face à l'adversité. Sous la chaleur torride du désert du Kalahari, l'eau et la nourriture deviennent des denrées extrêmement rares et précieuses. Dans cet environnement hostile, le varan des rochers chasse avec une patience calculée et une incroyable capacité d'adaptation à la disette. Souris, petits oiseaux, œufs et insectes constituent alors ses principales proies. Doté d'une mâchoire puissante, comparable à une tenaille d'acier, il est capable de broyer facilement les coquilles d'œufs et les carapaces résistantes de ses victimes. Lorsque la nourriture fraîche se raréfie, le varan des rochers s'adapte en se nourrissant de charognes. Avec un regard aiguisé et un instinct prédateur affûté par des millénaires d'évolution, il traque les restes oubliés comme un guerrier solitaire arpentant le désert. Aux limites du désert du Kalahari, de vastes dunes de sable ocre et rouge s'étendent à perte de vue, sculptées par les vents. Il n'y a aucune trace de rivière permanente ni de ruisseau, seulement des vallées arides et des dépressions qui retiennent temporairement l'eau après chaque pluie éphémère. Ici, l'écosystème dépend de la résilience d'espèces végétales emblématiques, comme les acacias et les arbres Baechiaea plurijuga, qui non seulement survivent, mais prospèrent dans la rareté de l'eau. Leurs cimes dispersées créent un contraste saisissant avec le ciel brûlant. Du sol aride, elles s'élèvent avec détermination, peignant le paysage d'une légère teinte verte, un rappel de la vie fragile mais persistante. Les acacias, avec leurs racines profondes et étendues comme des griffes, s'enfoncent dans la terre à la recherche d'eau souterraine, soutenant la vie dans cet environnement implacable. Le bubalet est l'une des plus grandes antilopes, avec une hauteur au garrot d'environ 122 cm, un poids variant entre 100 et 200 kg.
Son pelage brun rougeâtre vibrant, accentué par une bande blanche au centre du visage, non seulement l'aide à se camoufler parmi les champs, mais souligne également sa beauté sauvage caractéristique. Ses longues cornes, courbées et légèrement torsadées, sont des outils de défense efficaces et symbolisent également la force et la domination au sein du groupe. Cette espèce d'antilope vit généralement en troupeaux de 20 à 100 individus, avec une structure centrée sur les femelles et les petits. Les mâles adultes vivent généralement isolés, ne revenant au troupeau que pendant la saison des amours, pour rivaliser pour le droit de se reproduire. Les disputes territoriales entre mâles sont fréquentes et intenses, utilisant les cornes lors des combats pour démontrer leur force. Le bubal est un herbivore spécialisé, concentré sur les graminées rantino riches en fibres que de nombreux autres animaux ignorent. Son système digestif très développé permet une absorption efficace des nutriments, même en période de pénurie, surtout pendant les saisons sèches, lorsque la végétation devient rare. Cependant, la présence du bubal à Ngorongoro n'a pas seulement une signification écologique, elle représente aussi une histoire de lutte pour la survie. Ils affrontent fréquemment des prédateurs comme la hyène tachetée et le léopard, qui profitent de l'ombre des arbres et du relief de la forêt clairsemée pour tendre des embuscades. Le corps du bubal est parfaitement adapté aux longs voyages et aux fuites de désespérés. Ses longues pattes musclées lui permettent des mouvements agiles sur des terrains irréguliers et des courses poivantolesquantes pouvant atteindre 69 km/h si nécessaire. Le long des forêts clairsemées au bord du cratère de Ngorongoro, où la végétation alterne entre champs ouverts et fourrés denses, le babouin olive se balance agilement entre les hautes branches comme une partie inséparable du paysage sauvage. Le babouin olive est un primate qui a évolué à partir d'anciens ancêtres du Pléistocène. Grâce au changement climatique et aux environnements hostiles, le babouin olive a progressivement développé des caractéristiques biologiques et comportementales pour s'adapter à tous les défis. Cette évolution leur a conféré une incroyable capacité de survie, des plaines ouvertes aux forêts denses. Sur le sol aride et impitoyable du Kalahari, les élans, Taurotragus oryx, avec leurs majestueuses cornes torsadées, en spirale, avancent en silence et avec une détermination tranquille à travers les broussailles basses et les prairies dispersées. Les arbres ne leur fournissent pas seulement de la nourriture essentielle, mais sont aussi leur salut, leur procurant l'humidité vitale nécessaire à leur survie pendant les longs mois de sécheresse où chaque goutte d'eau devient un trésor inestimable. Leur capacité remarquable à résister dans les environnements les plus hostiles a fait de l'élan un symbole puissant de résilience et d'adaptation au sein de cette nature implacable. Les arbustes riches en eau et les pâturages secs constituent leur source vitale de subsistance permettant à l'éland de survivre sans avoir besoin de boire directement à une source d'eau. Chacun de ces pas, lents et fermes, démontre la puissance inégalée de la nature à s'adapter.
Ils peuvent parcourir des dizaines de kilomètres par jour à la recherche de nourriture, sélectionnant soigneusement les plantes dotées d'une extraordinaire capacité de rétention d'eau. Cette capacité physiologique leur permet de résister aux jours brûlants de sécheresse lorsque de nombreuses autres espèces succombent à la soif. Au milieu du désert aride du Kalahari, où la terre craque sous la chaleur et l'herbe se fane, le bubal rouge, Alcelaphus bucellaphus kahama, continue d'avancer sans relâche. En tant qu'une des antilopes les plus rapides de la savane, le bubal rouge se lance à travers la savane brûlante, défiant la chaleur étouffante avec une détermination farouche. Doté d'une corpulence forte et d'une vitesse exceptionnelle, il traverse les terrains les plus difficiles à la recherche des dernières parcelles d'herbes vertes qui résistent encore. L'endurance du bubal rouge est véritablement extraordinaire. Il n'a pas besoin d'accéder directement aux sources d'eau libre. Au lieu de cela, il extrait l'humidité précieuse des plantes sèches, profitant de ses ressources vitales pendant la saison sèche implacable. Le bubal rouge s'est parfaitement adapté aux dures sans conditions des forêts du Kalahari, parsemées d'acacias et de baïkiaea. Son système digestif spécialisé lui permet de traiter les herbes sèches et pauvres en nutriments, tout en absorbant la quantité minimale d'eau disponible dans la végétation. Malgré la difficulté croissante à survivre, cette espèce maintient sa vitesse et son endurance, se consolidant comme un symbole de force et de persévérance dans le règne animal. Mais le voyage de la faune ne consiste pas seulement à chercher de l'eau et de l'herbe, il est aussi entravé par des obstacles artificiels. Les clôtures des vétérinaires, installées depuis les années 1950 afin de contrôler la propagation des maladies du bétail, fragmentent et interrompent encore les routes migratoires ancestrales. Ces barrières impénétrables bloquent le flux naturel de la faune, interrompant un parcours que les gnous et les zèbres suivent depuis des millénaires. Forcés de trouver de nouvelles routes, souvent plus longues et plus dangereuses, les troupeaux subissent une inévitable diminution de leurs effectifs, à un coût écologique et biologique qui ne peut être ignoré. Pour les troupeaux de buffles d'Afrique, c'est également la période la plus difficile de l'année. Leurs effectifs, qui atteignaient autrefois des milliers d'individus, diminuent maintenant à mesure que les lacs s'assèchent et que les prairies disparaissent sous l'effet de l'aridité. La pénurie se fait cruellement sentir. Mais c'est dans ces moments extrêmes que se révèle avec le plus de force la résistance naturelle que l'évolution a insufflée à chaque créature. Le paysage offre un contraste brutal, une étendue aride et étouffante sous le soleil de plomb, tandis que les buffles avancent d'un pas lourd et mesuré, soulevant des nuages de poussière à chaque foulée. Leurs corps robustes se distinguent dans le désert implacable, avec leurs majestueuses cornes incurvées comme un symbole de force et de résistance inébranlable face à la fureur de la nature. La végétation luxuriante de la saison des pluies est loin derrière eux, ne laissant que des arbustes résistants et des herbes sèches et coriaces. Cependant, le puissant système digestif du buffle d'Afrique lui permet d'utiliser toutes les ressources disponibles,
des feuilles d'acacia aux herbes fibreuses et pauvres en nutriments. Chaque pas du troupeau est désormais un combat, où chaque individu se dispute les derniers restes de nourriture et d'eau. Ils voyagent un plus loin, parcourant des dizaines de kilomètres par jour, suivant des sentiers desséchés à la recherche des dernières flaques d'eau encore existantes. La pression de la saison sèche ne vient pas seulement d'un environnement impitoyable, mais aussi des prédateurs qui rôdent, leurs instincts aiguisés par la faim. Les derniers appoints d'eau deviennent des lieux de rencontre obligés pour le buffle d'Afrique, les lions et les hyènes tachetées, ce qui rend chaque pas vers l'eau extrêmement dangereux. Face à la menace imminente, le troupeau s'organise rapidement avec les individus les plus forts et les plus expérimentés, formant un cercle protecteur impénétrable autour des jeunes et des membres les plus faibles. C'est une stratégie défensive précise, similaire à la formation de combat des guerriers dans une bataille décisive pour la survie. L'autruche commune, Struthiocamelus, le plus grand oiseau de la planète, est un symbole puissant de résistance et d'adaptation dans un paysage aride et brûlant. Le ciel bleu intense s'étend sur les forêts du Kalahari, parsemées d'acacias et de baïkiea, tandis que le soleil implacable frappe la terre. Cependant, l'autruche continue d'avancer avec une détermination inébranlable sur le sol craquelé, ses longues pattes fermes et musclées, la propulsant comme celle d'un guerrier solitaire traversant le vaste désert. Malgré la chaleur torride, l'autruche commune maintient sa température corporelle stable grâce à un système circulatoire remarquablement efficace et à un plumage dense et protecteur qui agit comme un bouclier thermique. Sa silhouette imposante, tel un pilier dressé dans la savane, combinée à son plumage doux et aérien, lui permet de dissiper efficacement la chaleur et de rester alerte dans un monde d'ardeur et d'aridité. Avec des pas agiles et puissants, elle traverse la vaste terre désolée, toujours à la recherche de nourriture vitale. Lorsque la végétation verte disparaît, l'autruche s'adapte en se nourrissant de plantes résistantes à la sécheresse, comme l'acacia et les pâturages secs. Bien qu'arides et coriaces, les arbustes et les herbes lui fournissent toujours l'humidité nécessaire pour survivre. Grâce à sa capacité physiologique à extraire l'eau des aliments, elle maintient son énergie intacte, même lorsque d'autres espèces succombent à la faim et à la soif. Dans les dures terres de la forêt d'acacias et de baïkiea du Kalahari, les imposants acacias se dressent, dispersés sur la savane, servant de source de nourriture vitale. Avec une hauteur comprise entre 4,2 et 5,8 mètres, la girafe du sud, Giraffa giraffa, atteint facilement les cimes vertes et touffues, un festin réservé à très peu d'espèces. Ces petites cornes, appelées ossicones, tel un ornement naturel, symbolisent son règne dans le monde des herbivores. La saison sèche épuise la végétation basse, mais les feuilles d'acacia, riches en humidité, fournissent encore suffisamment de nourriture pour que la girafe du sud survive. Grâce à son système digestif complexe et spécialisé, elle peut extraire l'humidité des feuilles fibreuses, ce qui lui permet de résister pendant des semaines, voire des mois, sans avoir besoin de boire directement.
Cependant, lorsque vient le moment de boire, la sautante, la girafe du sud doit écarter largement ses pattes avant et baisser la tête jusqu'au sol, une manœuvre délicate et inconfortable. C'est son instant de plus grande vulnérabilité lorsque sa posture désavantageuse en fait une cible facile pour les grands prédateurs à l'affût. Pourtant, en tant qu'animal terrestre le plus grand, la girafe du Sud succombe rarement aux prédateurs. Elle peut fuir rapidement, atteignant des vitesses respectables, ou riposter avec de puissants coups de pied suffisamment forts pour abattre un lion. Avec son imposante hauteur et sa silhouette élancée, la girafe est comme un phare vivant dans la vaste étendue du Kalahari. Elle reste debout, résistant aux mois de sécheresse extrême, en attendant le retour des pluies qui apporteront une nouvelle vie aux prairies asséchées. L'implacable saison sèche dans les forêts du Kalahari, parsemées d'acacias et de baïkiaea, contraint le rhinocéros noir, Diceros bicornis, à parcourir de grandes distances à la recherche de nourriture vitale. Les prairies luxuriantes de la saison des pluies ne sont plus qu'un lointain souvenir, remplacé par une étendue désolée. Au lieu de cela, ce grand herbivore doit dépendre de plantes résistantes à la sécheresse comme les acacias et les arbustes secs, des espèces capables de survivre sous le soleil brûlant et implacable. Le puissant système digestif du rhinocéros noir lui permet de consommer des feuilles riches en tanins, un composé que beaucoup d'autres animaux ne peuvent digérer efficacement. Cette capacité physiologique lui permet de résister en période de pénurie extrême. Cependant, le coût de cette survie est de parcourir des distances encore plus grandes, parfois des dizaines de kilomètres, à la recherche de forêts dispersées où la végétation persiste encore avec une certaine vigueur. Ces déplacements non seulement épuisent son énergie précieuse, mais l'exposent également à un danger accru, car le manque d'eau intensifie l'agressivité des prédateurs et augmente le risque dans sa lutte incessante pour la survie. Pendant la journée, la chaleur étouffante du désert oblige le rhinocéros noir à se réfugier sous la rare ombre des arbres. Il n'émerge alors que pendant la nuit ou à l'aube, lorsque l'air était plus frais et moins impitoyable. C'est aussi le moment où il s'approche des dernières flaques d'eau, buvant hâtivement avant de retourner à son refuge sûr et discret. L'aridité du Kalahari pousse même les créatures les plus résistantes à une lutte constante pour leur existence. Cependant, avec sa force intrinsèque et sa capacité d'adaptation extraordinaire, le rhinocéros noir continue d'avancer, persévérant avec une détermination silencieuse dans ce monde impitoyable. Dans la savane xérophile du Kalahari, les dunes de sable rouge s'étendent comme des rubans arides le long du désert, soulignant encore la dureté implacable de cette terre. Pendant la journée, les températures peuvent atteindre 45 degrés Celsius, transformant le sable en une fournaise.
Mais dès que la nuit tombe, le froid extrême frappe avec force, descendant jusqu'à 5 degrés Celsius. Toutes les créatures qui habitent ici doivent s'adapter à ces changements brusques et extrêmes pour persister. Certaines espèces de flore et de faune ont développé d'extraordinaires stratégies de survie pour résister dans cet environnement hostile. Le sol craque tandis que rivières et lagunes deviennent des lits secs et désolés. L'eau se raréfie, se réduisant à quelques flaques fragiles dans les dépressions du terrain. Chaque jour est une lutte pour la survie, où chaque créature dépend de ses dernières gouttes de vie pour subsister. Pour la hyène brune, également connue sous le nom de Strandwolf, c'est une période de survie extrême. Les rivières sortirent, les rivières asséchées, et les prairies de flétries ne soutiennent plus la vie abondante d'autrefois. Mais cette espèce a développé des stratégies uniques pour résister dans cet environnement impitoyable. Contrairement à d'autres hyènes, la hyène brune préfère vivre en solitaire ou en petits groupes, minimisant ainsi la concurrence pour la nourriture au sein de sa propre espèce. Pendant la saison sèche, la pénurie de nourriture s'intensifie, mais en même temps, la quantité de cadavres d'antilopes et de zèbres affaiblis par le manque d'eau et de nourriture augmente. Des prédateurs comme les lions et les léopards laissent des restes de leur proie et cela représente une opportunité cruciale pour la hyène brune. Dotée de puissantes mâchoires, elle profite de la moindre partie d'une carcasse, de la chair aux os, obtenant l'énergie nécessaire pour survivre dans l'hostilité du désert du Kalahari. Lorsque ses proies habituelles, comme les souris et les oiseaux, se raréfinent, le renard du Cap, Vulpes chama, doit s'adapter pour survivre. Il commence alors à chasser les insectes, en particulier les sauterelles et les coléoptères qui se cachent sous le sable sec. Avec son nez très sensible et son ouïe fine, s'il est capable de détecter ces minuscules proies, même sous la chaleur étouffante de plus de 38 degrés Celsius. Ces petits insectes deviennent une source vitale de protéines, permettant au renard du Cap de conserver son énergie pendant les mois les plus arides et exigeants. En plus des insectes, le renard du Cap complète son régime alimentaire avec des baies, des racines et même des graines dures. Les plantes ne lui fournissent pas seulement des nutriments, mais aussi une précieuse source d'eau naturelle, un cadeau inestimable dans le désert aride. Grâce à sa capacité physiologique à extraire l'humidité des aliments, le renard du Cap peut survivre de longues périodes sans avoir besoin de boire directement, démontrant ainsi une remarquable autonomie. La saison sèche dans la savane xérophile du Kalahari pousse chaque créature aux limites de son endurance. Les prairies verdoyantes ont disparu, ne laissant qu'une végétation dure et flétrie sous le soleil brûlant et implacable. Les sources d'eau s'épuisent inéluctablement et la terre craquelée reflète la dureté impitoyable du climat. Dans ce monde inhospitalier et exigeant, l'oryx gazelle, Oryx gazella, s'impose comme un véritable maître de la survie. Il recherche des plantes succulentes et des acacias, des espèces capables de résister même aux conditions les plus arides.
Les liquides que l'oryx gazelle extrait de ces plantes lui permettent non seulement d'éviter la déshydratation critique, mais aussi de maintenir sa vitalité pendant de longues périodes de sécheresse extrême. Grâce à son incroyable capacité d'adaptation physiologique, il peut survivre avec très peu d'eau, conservant l'équilibre hydrique nécessaire pour résister dans un environnement aussi hostile. Lorsque l'herbe fraîche et tendre disparaît, l'oryx gazelle continue de se nourrir d'herbes sèches et d'arbustes fibreux et coriaces. Son puissant système digestif lui permet de traiter une végétation dure et peu nutritive, ce qui lui permet non seulement de survivre, mais aussi de conserver son énergie précieuse pendant la saison sèche implacable. Sous le soleil brûlant du Kalahari, l'oryx gazelle ne dépend pas de l'eau libre comme de nombreuses autres espèces. Il profite de chaque goutte d'humidité extraite des aliments, faisant de chaque pas sur le sable ardent un symbole de résistance et de force indomptable. Le suricate, Suricata suricata, est un autre des grands guerriers du Kalahari, possédant des stratégies de survie uniques et ingénieuses pour résister dans ce territoire aride. Dans un écosystème où la plupart des espèces luttent simplement pour leur existence, le suricate se distingue comme un chasseur expert et un opportuniste intelligent, tirant le meilleur parti de chaque ressource disponible. Sur le sable ardent du désert, les complexes systèmes de terriers creusés par le suricate sont la clé de sa survie. Profondément sous terre, ces terriers maintiennent une température stable et tempérée, offrant un refuge idéal contre la chaleur torride du jour, minimisant la perte d'eau et protégeant son corps des températures extrêmes et des prédateurs. Mais ces tunnels ne sont pas seulement des refuges, ce sont aussi des points stratégiques d'adaptation. Tout au long de l'année, le suricate se déplace entre différents systèmes de terriers, ce qui lui permet de chercher de la nourriture sans être lié à un seul territoire. Pendant les jours de chaleur extrême, il se cache sous terre, attendant patiemment que la température baisse avant de reprendre sa chasse. Lorsque ses principales sources de nourriture, comme les insectes, les scorpions et les araignées, se raréfient, le suricate élargit son régime alimentaire. Il utilise ses griffes acérées pour creuser dans le sable ardent ou entre les fissures des rochers à la recherche de proies cachées. Les scorpions et les sauterelles ne lui fournissent pas seulement des nutriments, mais aussi une précieuse source d'eau préformée, lui permettant de survivre sans avoir besoin de boire directement. Cette incroyable adaptation fait du suricate un expert de la survie au sein de l'aride Kalahari. La structure sociale du suricate est un facteur clé de sa survie pendant la saison sèche. Il chasse en groupe et partage la nourriture avec les membres plus jeunes et plus faibles, créant un lien d'unité et de cohésion inébranlable. Cette stratégie garantit non seulement la subsistance de la colonie, mais renforce également sa défense collective, les protégeant efficacement des prédateurs aviaires comme les faucons et des reptiles comme les serpents. La lutte pour la survie de la faune sauvage dans le désert du Kalahari devient de plus en plus brutale. Non seulement les animaux doivent affronter de féroces prédateurs et endurer des conditions climatiques extrêmes où l'eau et la nourriture sont un luxe rare, mais ils doivent désormais faire face à des changements imprévisibles et souvent dévastateurs, orchestrés par la main de l'homme.
C'est une menace insidieuse, souvent invisible, mais dont l'impact est colossal. Le changement climatique s'est imposé comme l'une des plus grandes menaces pour l'équilibre délicat du Kalahari. Au cours des 30 dernières années, la température moyenne y a augmenté de 1,5 degrés Celsius, rendant cette terre déjà aride plus inhospitalière que jamais. Les sécheresses prolongées ont tari les sources d'eau et réduit de 20% l'étendue des pâturages disponibles, plongeant de nombreuses espèces dans une lutte désespérée pour la subsistance. Cela affecte gravement les grands herbivores qui doivent maintenant parcourir des distances encore plus grandes et plus épuisantes pour trouver de l'eau et de la végétation. Pour l'oryx gazelle, la recherche de nourriture n'est plus seulement une routine quotidienne, mais une course acharnée contre la dureté du climat, où chaque jour représente une nouvelle épreuve de survie. Parallèlement, l'expansion incessante de l'agriculture et de l'élevage humain a intensifié la concurrence pour les ressources vitales. De vastes étendues de terre ont été converties en zones de culture, forçant la faune sauvage à se réfugier dans des territoires de plus en plus réduits et fragmentés. Des espèces comme le zèbre et le springbok luttent non seulement contre la rareté de l'eau, mais doivent aussi rivaliser avec le bétail pour le peu de nourriture disponible pendant la saison sèche. Entre la dureté du climat et la pression humaine croissante, leur lutte pour la survie devient de plus en plus difficile et précaire. De nombreuses clôtures artificielles, construites pour contrôler l'élevage et prévenir la propagation de maladies, ont interrompu les routes migratoires ancestrales et vitales de la faune sauvage. Ces barrières impénétrables bloquent le flux naturel des animaux, interrompant un parcours que les gnous et les zèbres suivent de pion depuis des millénaires. Forcés de trouver de nouvelles routes, souvent plus longues et dangereuses, les troupeaux subissent une inévitable diminution de leurs effectifs, à un coût écologique qui ne peut être ignoré. En bloquant leur route naturelle, ils ne peuvent accéder aux ressources hydriques vitales, mettant en péril leur survie même. En conséquence, leurs populations ont diminué de 30%, laissant un vide critique dans l'écosystème déjà fragile du Kalahari. L'eau n'est pas seulement essentielle pour les herbivores, elle soutient tout l'écosystème. Dans le delta de l'Okavango, connu comme l'oasis d'eau douce du désert, les ressources hydriques diminuent en raison de la surexploitation agricole en amont. Selon un rapport de 2024, le débit qui alimente l'Okavango a diminué de 10 à 15%, menaçant des milliers d'espèces migratrices qui dépendent de cette région pendant la saison sèche. Si cette tendance se poursuit, tout l'écosystème qui dépend de l'Okavango pourrait être menacé d'effondrement. En plus d'affronter un environnement hostile et changeant, la faune sauvage du Kalahari subit également la menace persistante du braconnage et du trafic illégal d'espèces. Des icônes du Kalahari, comme le lion, l'éléphant et le rhinocéros, sont chassés impitoyablement pour leur ivoire et leurs cornes, mettant en péril leur population déjà vulnérable. Un rapport de 2023 estime que jusqu'à 10% des lions de la région sont tués chaque année, un chiffre alarmant qui compromet la stabilité des fiertés. Mais les grands mammifères ne sont pas les seuls en danger. Des animaux plus petits, tels le suricate Pondaquan satronante, sont également capturés pour le marché des animaux de compagnie exotiques, leur arrachant leur droit de vivre en liberté et de jouer leur rôle écologique.
Le désert du Kalahari, une terre aride et impitoyable, est devenu un champ de bataille pour la survie de la faune sauvage. Les dunes brûlantes semblent supplier le ciel. Les majestueux baobabs clament à l'aide dans le silence assourdissant. Le Kalahari a un besoin urgent d'être sauvé. Le foyer de la faune sauvage a besoin d'être protégé. Notre planète a besoin d'être secourue. Pendant cette crise environnementale, des efforts de conservation intenses et concertés sont mis en œuvre pour sauvegarder la survie de la faune du désert du Kalahari. L'une des stratégies les plus cruciales est la création et la restauration de corridors migratoires permettant aux espèces de retrouver leur route naturelle et de se déplacer librement entre les zones de ressources. Dans le cadre d'un projet de conservation transfrontalier entre le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud, de nombreuses clôtures artificielles qui bloquaient la migration ont été supprimées, redonnant espoir à cet écosystème fragile. Grâce à cette initiative, des espèces comme le gnou bleu, le zèbre et le springbok peuvent en désormais migrer librement pendant la saison sèche, cherchant de l'eau et de la nourriture sans entrave. Cela améliore non seulement leur survie individuelle, mais restaure également l'équilibre écologique du Kalahari dans son ensemble. Selon le rapport de 2024 du Fonds mondial pour la nature, la restauration des corridors migratoires a augmenté le taux de survie des grands herbivores jusqu'à 20%, un signe encourageant et tangible pour l'avenir du désert. Le désert du Kalahari a été le théâtre de l'une des histoires de conservation les plus inspirantes, le programme de récupération du rhinocéros noir. Après avoir été chassé jusqu'à la quasi-extinction en raison de la grande valeur de sa corne, cette espèce était au bord de la disparition totale. Mais un changement a commencé à s'opérer, impulsé par des efforts de conservation incessants et dévoués. Des réserves comme la Central Kalahari Game Reserve sont devenues des sanctuaires sûrs pour le rhinocéros noir. Grâce à des clôtures de haute technologie et à des patrouilles de surveillance constantes, un bouclier protecteur a été établi, réduisant significativement le braconnage. Le point d'inflexion est arrivé en 2021 lorsqu'un groupe de rhinocéros noirs a été réintroduit avec succès dans son habitat naturel. Au cours des années suivantes, avec une protection et une surveillance strictes, la population de rhinocéros noirs du Kalahari a réussi à se rétablir, dépassant les 50 individus en 2024. Un espoir tangible et un succès remarquable pour sa conservation. La renaissance du rhinocéros noir ne représente pas seulement un succès en matière de conservation, mais sert également d'inspiration pour de futures initiatives de protection visant à sauvegarder la faune sauvage, élément clé de l'écosystème. Nous devons agir maintenant, avec détermination et urgence. Chaque personne peut faire la différence par ses actions. Soutenons les projets de conservation, réduisons la consommation de produits dérivés de la fauna sauvage et sensibilisons à l'importance cruciale de la biodiversité. De petites actions aujourd'hui assureront un avenir plus radieux pour la faune sauvage de demain. Si vous avez eu la chance de visiter le Kalahari, cette terre aride mais vibrant de résilience, nous vous invitons à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Votre témoignage peut devenir une source d'inspiration précieuse pour les efforts de conservation en cours, contribuant ainsi à la protection de la faune sauvage et à la préservation de cet écosystème unique pour les générations futures. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures fascinantes. Vous pouvez également approfondir vos connaissances en explorant d'autres récits de survie dans la savane africaine, comme le Serengeti, terre des prédateurs suprêmes, ou l'Amazonie sauvage, mystère des prédateurs des profondeurs. Rejoignez-nous dans cette mission et protégeons ensemble la faune sauvage de notre planète.